Nous allons parler de la place de l'assurance dans le cinquième risque avec Pierre Mayer, qui est le directeur général de l'OCIRP. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter si vous le souhaitez, puis présenter l'OCIRP avant d'aborder le sujet. Alors donc Pierre Mayer, je suis directeur général de l'OCIRP depuis maintenant 4 ans. Donc l'OCIRP, qu'est-ce que l'OCIRP? C'est un organisme, c'est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. C'est un organisme qui a été créé par les partenaires sociaux il y a maintenant plus de 50 ans pour répondre à une situation très difficile, très délicate, qui n'était pas réglée par la sécurité sociale et qui ne l'est toujours pas, qui est la question du veuvage précoce. Et donc, en fait, le CIRP assure des rentes d'essai, principalement sur le marché des branches professionnelles, des rentes d'essai, donc la rente conjoint pour le conjoint survivant d'un salarié qui décède de manière précoce, et des rentes éducation pour les enfants, les adolescents, les jeunes qui, tant qu'ils poursuivent des études, effectivement, se retrouvent sans l'un des deux parents. Et donc, on se renfort financier euh, à, ce, à ce dispositif, à cette garantie financière d'assurance. Nous la complétons par un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Vivre après, qui permet d'aider, d'accompagner les personnes, je dirais, par rapport à cette rupture de vie extrêmement grave, évidemment, qu'est le décès d'un conjoint ou d'un parent. D'accord. Donc en fait, vos produits sont proposés aux acteurs de prévoyance, si j'ai bien compris. Alors, nous, en fait, nous sommes une union d'institutions de prévoyance, c'est-à-dire que nos garanties d'essai sont incluses dans l'ensemble des garanties de prévoyance qui sont distribuées par donc, nos membres, que sont les institutions de prévoyance. Le cinquième risque, on en parle depuis plusieurs années. De quoi s'agit-il? Le cinquième risque, ça fait probablement 30 ans ou plus de 30 ans qu'on en parle. Le cinquième risque, c'est au fond reconnaître, dire qu'il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit égale sur l'ensemble du territoire pour faire face à cette question de la perte d'autonomie. Alors, perte d'autonomie des personnes âgées, perte d'autonomie également des personnes handicapées, puisque dans le cinquième risque, il y a aussi cette idée de, bien sûr, de synthèse, de fusion entre les dispositifs qui sont applicables avant 60 ans, les dispositifs qui sont applicables après 60 ans. Et donc, il y a l'idée qu'au fond, si vous êtes en situation de perte d'autonomie, eh bien, la collectivité publique, euh, qu'elle soit départementale, qu'elle soit organisme de sécurité sociale, qu'elle soit de nature plus ou moins étatique, doit vous apporter une compensation, je dirais, globale sur cette perte de compensation, sur cette perte d'autonomie, pardon. Alors, le cinquième risque, c'est une idée effectivement qui s'est installée dans le débat public, qui a été adoptée dans le cadre récent de la crise aussi enfin, Covid, liée au Covid. La question effectivement du remboursement de la dette sociale avec cette recette qui était un peu déjà prévue ou pré-programmée pour la CRDS, donc la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui était prévue ou programmée pour être affectée au financement du cinquième risque. Dans le cadre de la crise du Covid, une dette sociale très importante, qui doit être donc financée par la CRDS en repoussant l'échéance de la CRDS de manière lointaine. Et donc, d'une certaine manière, en forme de compensation, il a été décidé de créer le cinquième risque et d'affecter une petite partie de CSG à partir de 2022 au financement donc de ce cinquième risque. Ce cinquième risque étant quand même relativement flou, hein.
L'un des intérêts, l'un des avantages du cinquième risque, c'est de dire, au fond, on reconnaît que ce sont des dépenses qui sont clairement des dépenses dites de sécurité sociale et qui sont intégrées dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Et que donc, voilà, il va y avoir une transparence sur ces dépenses, sur ces recettes. On va présenter un budget avec autonomie dans lequel il y aura des recettes et des dépenses de l'autre côté. Donc là, il y a un effet, je dirais, qui est un effet de transparence, qui est un effet très positif pour justement afficher, au fond, l'effort qu'accomplit la nation pour effectivement financer la perte d'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées. Après, il y a un sujet qui est redoutable, qui est le sujet d'une promesse d'égalité dans le cinquième risque. Parce qu'on sait très bien que comme aujourd'hui, le financement de la perte d'autonomie, notamment des personnes âgées, en fait, a été confié, et depuis longtemps maintenant, aux collectivités départementales, on a des comportements, on a évidemment des différences de traitement qui peuvent être très importantes d'un département à l'autre, en fonction de l'histoire du département, en fonction des choix politiques qui ont été opérés à telle ou telle période. Vous avez donc des réponses qui sont différentes. Et c'est vrai que dans le cinquième risque, il y a aussi cette idée d'avoir une forme d'égalisation des conditions de traitement et de financement des personnes âgées sur l'ensemble du territoire. Oui, parce que par exemple, celui qui est en Isère touche plus d'APA, par exemple, entre guillemets, touche plus d'APA que celui ou la personne âgée dépendante qui est je vais me faire des ennemis, en Ardennes, par exemple. Donc il y a des disparités au niveau de l'APA, par exemple. Il y a des disparités au niveau de l'APA, en sachant que, attention, parce que quand on parle d'APA, en fait, l'APA est une allocation personnalisée d'autonomie, c'est un terme générique qui recouvre deux prestations en fait, qui sont très différentes, qui n'ont rien à voir d'une certaine manière. C'est l'APA à domicile, l'APA en établissement. L'APA à domicile, effectivement, vous avez un montant d'allocation qui varie selon le niveau de ressources de la personne âgée et selon le niveau de dépendance de la personne âgée, selon donc son GIR. Et donc, ça, effectivement, ça varie selon les départements. Ça, c'est très clair. Mais je dirais que quand vous avez des revenus relativement importants, vous allez avoir droit à toute l'ingénierie de l'APA, c'est-à-dire que vous allez avoir droit au plan d'aide, au fait que la collectivité départementale se dépêche un évaluateur qui va regarder quel est votre niveau de dépendance, qui va décider d'un plan de réponse par rapport à cette perte d'autonomie. Est-ce que vous avez besoin d'aide ménagère? Est-ce que vous avez besoin au contraire de quelqu'un qui vient vous sortir de chez vous parce que vous êtes en situation d'isolement? Enfin, toutes ces questions-là. Et puis en revanche, vous avez un tarif d'APA, où là, vous pouvez en fait vous retrouver à financer 70%, 80%, voire plus, du plan d'aide qui est attribué. Donc, vous bénéficiez de l'APA à travers principalement en fait l'ingénierie et tout le dispositif de coordination qui peut s'y attacher. Après, vous avez une deuxième catégorie d'APA qui est l'APA en établissement. Et là, l'APA en établissement, c'est en fait une prestation qui est souvent forfaitaire, qui est délivrée pour la personne âgée et qui va correspondre en fait à un montant qui va être très insuffisant et qui est de toute façon très insuffisant par rapport à au coût de l'établissement pour la personne âgée. Et là aussi, vous avez des situations, en fait, ce n'est pas tant la situation entre les départements qui peut apparaître différente, c'est aussi la différence entre les différentes personnes âgées. Parce que vous avez des personnes âgées qui sont à l'aide sociale à l'hébergement, donc ça correspond à un peu moins de 20% des Français sont à l'aide sociale à l'hébergement. Ça veut dire que leur coût d'hébergement en maison de retraite va être pris en charge par la collectivité départementale. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas l'aide sociale à l'hébergement, évidemment, vous avez cette question de savoir comment je paye ma maison de retraite. Alors, comment je paye ma maison de retraite?
Eh ben, j'ai l'APA, mais l'APA, c'est un montant qui est souvent de l'ordre de 200 euros. Donc, qui est évidemment un montant très insuffisant pour faire face à ce coût. D'accord. Donc, d'où l'intérêt pour cette catégorie de personnes d'imaginer de souscrire une assurance pour compléter quelque part le reste à charge. Parce qu'effectivement, le cinquième risque, concrètement, il ne faut surtout pas croire que ça va permettre de financer l'intégralité des dépenses qui sont à la charge des personnes âgées dépendantes. En fait, vous avez 3 catégories de dépenses bien distinctes. Vous avez les dépenses de santé, les dépenses de soins qui sont liées au fait que vous êtes une personne âgée dépendante et que vous avez des soins. Et ça, c'est ce qu'a dit la loi sur le cinquième risque, et je pense que c'est un engagement très fort, et en soi, c'est un élément très positif. C'est que la loi, finalement, a réaffirmé ce principe selon lequel, même si vous avez des revenus importants, même si vous avez un patrimoine important, quand vous êtes âgé et que vous êtes en situation de perte d'autonomie, les dépenses de soins, les dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie. Ça, c'est un élément, c'était quand même un point très important. Alors, ça existait déjà, mais ça a été réaffirmé. Vous avez après une deuxième catégorie de dépenses qui va correspondre aux dépenses d'accompagnement. Ces dépenses d'accompagnement, d'aide, en fait, aux personnes âgées dépendantes, ça correspond, pour beaucoup, ça correspond aux dépenses liées à l'APA à domicile. Et on a vu que ces dépenses sont, en fait, le reste à charge est variable selon la situation de revenu de la personne. Mais en revanche, on ne prend pas en compte sa situation patrimoniale. Et puis, il y a une troisième catégorie de dépenses, qui est la catégorie de dépenses d'hébergement, donc qui par définition ne concerne que les personnes âgées qui sont hébergées à l'extérieur de chez elles. Et là, sur les dépenses d'hébergement, il y a vraiment cette grande fracture entre je suis éligible à l'aide sociale à l'hébergement, mais c'est un dispositif où là, on va regarder le patrimoine de la personne et s'il y a un patrimoine, il y aura récupération sur succession. Donc, les personnes qui ont l'aide sociale à l'hébergement et les personnes qui n'ont pas l'aide sociale à l'hébergement, c'est-à-dire plus de 80%. Et sur ces plus de 80% sur l'aide sociale à l'hébergement, là, il y a effectivement un vrai sujet il faut être clair là-dessus. La générosité publique, compte tenu de l'état des finances publiques, la générosité publique ne financera jamais les dépenses de reste à charge en établissement de Français, je dirais, moyennement aisés ou même avec des revenus très moyens. Voilà, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il n'y aura pas de prise en charge publique sur ces dépenses-là. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous voulez prendre le risque de, le moment venu, être en situation de devoir les financer, notamment par votre patrimoine, notamment par des économies que vous avez accumulées pendant votre vie active. Est-ce que vous voulez prendre ce risque-là? Et c'est un choix qui, au fond, je dirais, relève de chacun. Ou est-ce que vous acceptez de prendre une assurance et cette assurance vous prémunit par rapport à ce risque? Parce que c'est bien un risque. Hein, je m'explique là-dessus. Moi, clairement, sur 6 personnes âgées, il y aura une personne qui finira dépendante de manière lourde pendant une durée relativement longue. D'une certaine manière, on finit tous, peu ou prou, pour beaucoup, on finit en situation de perte d'autonomie. Mais quand on finit en situation de perte d'autonomie à l'hôpital après une longue maladie, de toute façon, on est pris en charge par l'assurance maladie, donc le problème du coût d'hébergement ne se pose pas. En revanche, lorsqu'on est atteint d'une maladie neurodégénérative qui peut durer de longues années, on peut se retrouver, alors évidemment, on peut être d'abord à domicile, et puis après, par usure, par l'évolution de la maladie, on peut se retrouver être contraint à devoir être hébergé, et être hébergé à l'extérieur, ça a forcément un coût, et ce coût, une fois de plus, à partir du moment où vous dépassez un certain niveau de revenus et de patrimoine,
vous n'allez pas être pris en charge par la collectivité publique. Et donc, la question, c'est est-ce que ce coût, vous êtes prêt à mettre un peu d'argent chaque mois pour vous assurer contre ce risque, ou est-ce que finalement vous décidez de prendre le risque et donc de voir si jamais le risque se réalise, et donc devoir effectivement sacrifier une partie de votre patrimoine pour pouvoir financer votre dépendance. Donc c'est un sujet, moi c'est presque un sujet d'assurance patrimoine. Bien sûr. Oui, L'assurance oui, pour protéger les économies que la pour personne a fait toute sa protéger vie les économies. ou le patrimoine, c'est ça. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, dans le cadre des travaux sur le rapport Libaud, le ministère de l'économie et des finances, et ça transparaît dans le rapport, enfin c'est même écrit de manière explicite, dit globalement, la situation patrimoniale des Français permet de financer la perte d'autonomie. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en place des dispositifs d'assurance, notamment d'assurance obligatoire, où il n'y a pas besoin de… Bon. Donc, il y a cette constatation, qui est une constatation qui, du point de vue macroéconomique, du point de vue global, est probablement juste. Mais en fait, elle se heurte dans la vraie vie, elle se heurte à des questions, je dirais, psychologiques et des questions pratiques. C'est-à-dire que le moment où la personne âgée va devoir rejoindre un EHPAD, une maison de retraite médicalisée, qui va représenter forcément un coût, eh bien, est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre la maison, pour vendre l'appartement, avec peut-être des divergences de vues entre des Les frères membres et d'une sœurs. fratrie par rapport à un bien immobilier dont ils savent que normalement, ils devraient être les héritiers. Donc, on voit bien que ça se heurte à cette question effectivement du patrimoine et de l'héritage. Peut-être pour préciser, on connaît, bon, j'ai bien compris que l'idée c'était pour les 80% qui n'ont pas l'aide sociale, pour une partie d'entre eux financer l'hébergement. Est-ce qu'on connaît le reste à charge, l'hébergement en moyenne de ces personnes-là? Alors, une maison de retraite médicalisée, évidemment, là aussi, le tarif, c'est aussi une des critiques qui est adressée de manière régulière et récurrente. Mais c'est une critique, très sincèrement, qui peut être fortement relativisée. On dit que c'est très différent d'un territoire à un autre. C'est-à-dire qu'une maison de retraite dans la Creuse, elle ne va pas coûter la même chose qu'une maison de retraite à Neuilly ou à Vincennes. Et encore, je n'ai pris que des exemples de banlieues parisiennes. Et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Parce que le prix du logement, le prix du mètre carré, de manière très pratique, n'est pas le même dans la Creuse, ou n'est pas le même à Neuilly, n'est pas le même à Vincennes. Voilà. Donc, forcément, vous allez avoir une maison de retraite dans la Creuse qui va peut-être coûter 1 800 €, 1 500 €, 1 800 €, et vous allez avoir des maisons de retraite dans la banlieue parisienne qui vont dépasser allègrement les 3 000, 4 000 €. Voilà, vous avez cette diversité des prix qui correspondent tout simplement aussi à des prix de logement, des prix du terrain, qui ne sont pas les mêmes selon les départements, selon les territoires. Voilà. Alors après, il y a toujours un chiffre qui est pris, qui dit, voilà, le montant de la retraite moyen en France est de l'ordre de 1 500 €. Comment je fais avec 1 500 € de retraite? Alors, c'est des moyennes, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais comment je fais avec 1 500 € de retraite pour financer une maison de retraite qui en vaut, mettons, 2 500, hein, on va prendre un prix qui n'est pas forcément un prix très élevé. Comment je fais? J'ai un reste à charge de 1 000 € par mois. Comment je fais? Eh ben, comment je fais? Ben, je sollicite dans un premier temps mon épargne, mes économies, si j'en ai. Et puis, je sollicite, évidemment, mes descendants, si j'en ai. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là. Et la question, c'est évidemment, c'est que vous ne savez jamais, sur la période de dépendance, vous ne savez jamais si elle va durer, je dirais, 3 mois, 4 mois, ou si elle va durer 3 ans, 4 ans, voire davantage. La durée moyenne de séjour en EHPAD, mais je pense que vous le savez, Frédéric, c'est 2 ans et 5 mois. Mm. C'est à peu près 2 ans, 6 mois, voilà. Mm. Et là aussi, c'est une moyenne.
qui rend compte de différences très importantes. Avec une assurance telle que vous l'imaginez et puis on va dire, bien construite, enfin tout va bien, le reste à charge en fait, il peut être pris, quel est le pourcentage du reste à charge qui pourrait être pris par une assurance, idéale? Alors, Alors après, genre j'imagine que ça dépend à quel moment tu là-dessus, souscris, enfin là-dessus bref. aussi, là-dessus aussi, je pense qu'il faut tenir un discours de vérité. Il n'y a aucune assurance publique, sociale euh, ou privée qui peut vous dire, quoi qu'il arrive, je prends à charge toutes les dépenses qui vont vous incomber. Il y aura forcément des dépenses, à un moment ou à un autre, qui vont rester à la charge de la personne. L'important, c'est de limiter cette charge. Et donc, c'est simplement de pouvoir démontrer que par un effort où vous mettez 30 euros, 40 euros de côté chaque mois, par exemple, à partir de 40 ans, vous êtes en mesure d'espérer, si jamais à 80 ans ou 85 ans, vous avez le risque qui se réalise, d'avoir une rente d'un montant suffisamment important. Et rente d'un montant suffisamment important, là, on est sur des rentes qui dépassent, pour le cas que j'ai pris, qui dépasse largement 1 200 euros. D'accord. Donc, si vous voulez, quand vous avez 1 500 euros de retraite, vous avez une maison de retraite à 2 500 euros, je reprends mon exemple, quand vous avez une rente de 1 000 euros qui arrive, c'est ce qui permet de financer je dirais, sans recourir au capital. D'accord. La question que je me pose ensuite, c'est, on parle de la difficulté globale de financement de la dépendance pour une génération bien précise, qui est les baby boomers, qui ont alors ça dépend des définitions, mais ils ont entre 57 et 76 ans cette année. Euh, N'est-ce pas trop tard pour cette génération de cotiser à ce type d'assurance? Et ce serait quand même dommage si c'était trop tard, puisqu'en fait, c'est la génération la plus nombreuse et qui va peser le plus sur tous les systèmes. Alors, la génération du baby-boom, elle est née à partir… Le baby-boom, en fait, c'est tout simplement un phénomène démographique qui s'est réalisé en France, qui a commencé à se manifester en France, en fait, dès avant la fin de la guerre. Dès 42-43, on commence à avoir des frémissements de naissance en France. C'est vrai qu'il se matérialise à partir de 1945. Moi, je suis plutôt sur la lecture, je dirais, démographique, qui fait que le baby-boom, en fait, il s'étend en France jusqu'en 1975. D'accord. Jusque D'accord. Ok. les générations les plus nombreuses d'enfants qui naissent, c'est les générations 71-72. Donc, ça monte. Enfin, je veux dire, faut pas oublier ça, hein. Alors, même si on est d'accord que les gens qui sont nés en 71, 72, 74, ça peut être, et c'est largement des enfants de personnes qui sont nées elles-mêmes pendant la génération du baby boom. Donc, je pense qu'il y a quasiment 2 générations en fait dans le baby boom. Bon, alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, effectivement, une personne qui est née en 1945, aujourd'hui, s'assurer sur la dépendance, je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche, une personne qui est née en 1975, ou même une personne qui est née, on va dire, en 1950, en 1955, ça peut présenter un intérêt, ça peut présenter un véritable intérêt parce que prenons une personne de 60 ans, donc une personne qui est maintenant née en 1961, et ben, cette personne, elle va pouvoir quand même cotiser a priori avant l'apparition de la dépendance lourde. Alors, je sais bien que la dépendance lourde peut arriver avant, mais globalement, En moyenne, ouais. on est plutôt sur du 85 ans. Mm. Hein. L'âge moyen d'entrer en EHPAD, c'est aujourd'hui 85, voire plus. Donc, elle peut cotiser pendant 20-25 ans à un dispositif d'assurance dépendance qui peut lui donner un montant de rente qui est, voilà, qui ne sera pas suffisant pour payer la maison de retraite, pas forcément suffisant pour payer la maison de retraite une fois de plus, mais qui pourra lui apporter un revenu intéressant au moment opportun. Voilà. Donc, ça présente un véritable intérêt.
Donc ça, c'est l'assurance. Ça, je dirais, c'est l'assurance dépendance telle qu'on peut l'imaginer. Mais le rôle des assureurs ne se limite pas à la question purement financière. Je pense que c'est important de dire que les assureurs doivent jouer un rôle très important, peuvent jouer un rôle très important en matière de prévention et en matière d'accompagnement. Alors, en matière de prévention, pourquoi ils peuvent jouer un rôle très important? Parce que tout simplement, il faut pas. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas commencer justement la dépendance ou la réflexion sur la dépendance à 60 ans ou à 65 ans. Mais plutôt. Il faut essayer d'inscrire la préparation au vieillissement, qui en soi une nouvelle extraordinaire, parce que c'est par rapport aux générations précédentes, on a une espérance de vie globalement qui est infiniment meilleure et en meilleure santé. Donc, il faut essayer de préparer cette période, essayer de la préparer en amont. Bon. Et en amont, ça veut dire, en fait, dès que vous commencez à travailler dans le cadre d'une entreprise, vous pouvez avoir accès à des dispositifs de prévention qui sont prévus dans le cadre des contrats complémentaires santé, hein, notamment par les institutions de prévoyance. Vous pouvez avoir accès à ces dispositifs qui ont quand même pour objet à la fois de réduire les dépenses de santé à court terme, mais également de pouvoir enclencher des mécanismes de prévention qui vont être extrêmement bénéfiques à long terme. Le fait d'avoir une activité physique, le fait de ne pas être dans l'isolement, le fait d'avoir, je dirais, un comportement par rapport aux différentes addictions qui est correct, le fait d'avoir une nutrition qui est équilibrée et pas trop abondante. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont à la fois bénéfiques à court terme sur la santé et puis évidemment à long terme sur les dépenses de santé, sur les dépenses de perte d'autonomie. Donc, je pense qu'il y a des réflexes. Là, les assureurs peuvent jouer un rôle très important sur la question de la prévention. Alors, la prévention, on peut dire aussi, ouais, tout le monde en fait de la prévention, c'est compliqué, etc. Oui, moi, là aussi, je pense très clairement que plus on fait de la prévention, plus il y a d'acteurs de la prévention, mieux les messages porteront. D'accord. Hein, C'était ma question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour enclencher un cycle de prévention dans une population qui ne veut pas entendre parler d'une hypothétique dépendance dans 30 ans? Alors, justement, parce que en fait, faut commencer. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé des salariés dans une situation en entreprise, dans le cadre de leur complémentaire santé. En fait, ils vont le faire non pas pour préparer leur future dépendance ou leur future absence de dépendance. C'est pas comme ça qu'on va leur présenter les choses, bien évidemment. On va le présenter par les effets bénéfiques et positifs directs et directement perceptibles qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc, c'est plutôt par rapport à par rapport à la bonne santé, en fait, hein, par rapport au bien-être. Je pense que c'est ces questions-là qu'il faut mettre en avant par rapport à des populations qui sont jeunes. Quand je dis jeunes, c'est moins de 60, moins de 65 ans. Par rapport à des populations qui sont jeunes, c'est vraiment cet aspect-là des choses qu'il faut mettre en avant, c'est le bien-être. Et ensuite, donc à partir de 55 ans, là, vous pouvez commencer à avoir une projection sur, attention, il va y avoir une vie après la vie professionnelle, il va y avoir une retraite. Cette retraite, à 55 ans, je sais à peu près quel montant je vais avoir grâce au dispositif de droit à l'information qui existe. Et donc, est-ce que, voilà, par rapport à mes besoins, je commence à évaluer mes besoins à la retraite. C'est quoi mes besoins à la retraite? Je pense que là aussi, c'est des sujets sur lesquels les assureurs peuvent intervenir en préparation, en information, en orientation. Et puis, effectivement, donc là, c'est un très bon moyen, c'est un très bon levier aussi pour commencer à parler d'assurance dépendance voilà, à 40, 45, on va dire 45, 50, 55. Je ne suis pas sûr qu'effectivement les moins de 45 ans, très sincèrement, la dépendance, je ne suis pas sûr que ça soit leur première priorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a aussi un sujet qui joue un rôle très important, qui est la question des aidants. Et la question des aidants, ça, pour le coup,
quand vous vous retrouvez en situation d'aidant, vous pouvez très bien avoir 40 ans et être en situation d'aidant d'une personne âgée. Vous pouvez même être plus jeune, parce que vous pouvez vous retrouver en situation d'être petit enfant d'un grand-parent qui est en situation de dépendance, et donc de voir vos parents aussi qui sont confrontés à ce sujet. Là aussi, c'est une situation, de vie sur lesquelles les assureurs peuvent dire des choses, peuvent accompagner, peuvent proposer des services. Et c'est aussi un moment de vie où on peut commencer à faire réfléchir sur la projection, là aussi la projection, c'est-à-dire que je vois Oui, que on a une prise de conscience, on a une prise de voilà, conscience de ce que c'est je qu'une vois que présence. mon père et ma mère, finalement, ils avaient une retraite qui paraissait correcte, mais par rapport à la maison de retraite, c'est insuffisant. Et donc, au fond, est-ce que moi, j'ai envie que mes enfants connaissent la même situation que celle que j'ai connue avec mes frères et sœurs, où on a été obligé de vendre la maison familiale pour financer la maison de retraite? Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient confrontés au même problème, à la même situation? Eh ben là, après, c'est une réponse qui dépend de chacun. Mais bien évidemment, je pense que c'est quand même un révélateur. Est-ce que, je reviens à l'assurance telle que vous l'imaginez, est-ce que l'assurance que vous imaginez, elle doit tenir compte des comportements de vie de la personne? C'est en fait entre quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui ne fait pas de sport, on peut estimer qu'il y a quand même des différences plus tard, statistiquement. Est-ce que l'assurance doit descendre dans ce niveau-là, sur le risque de la personne? Alors ça, c'est un débat, c'est un débat qui est récurrent, qui avait été lancé par un assureur, une société d'assurance qui avait proposé un produit. Elle a dû renoncer d'ailleurs devant le tollé. Je crois que l'acceptation, alors, il y a ce que je pense à titre personnel, je pense Ouais. que ça n'a pas tellement d'intérêt, Mmh. mais je pense que l'acceptation sociale de ce type de dispositif n'existe pas. D'accord. N'existe pas. Et les assureurs ont, à mon avis, beaucoup plus intérêt à essayer de faire jouer justement des mécanismes de prévention pour pouvoir corriger ces différences effectivement de comportement qui peuvent exister entre les différents assurés. D'accord. Une fois Heu, de plus, je pense que la question, enfin, à partir du moment où on commence à séparer, à distinguer, à cibler, on perd un effet quand même très positif de l'assurance, qui est la mutualisation des risques. oui. La mutualisation des risques, elle doit s'appuyer sur la base la plus large possible, parce qu'au fond, après, on ne sait pas où on peut aller, parce qu'on peut au fond décider que telle personne qui a une vie très saine, comme on sait que ses parents ou ses grands-parents ont fini en situation de perte d'autonomie, on peut commencer à imaginer qu'elle va avoir plus de risques Ah oui, de oui. développer plus tard une perte d'autonomie. Euh, En dépit de son comportement, sain, Voilà, donc normal. enfin, je crois vraiment qu'on a intérêt à rappeler ce qu'est l'assurance. L'assurance, c'est la mutualisation. Donc la mutualisation, ça veut dire concrètement que ce mécanisme va conduire des personnes à cotiser pendant des années pour un dispositif. euh, J'allais dire, heureusement, ils n'auront pas besoin d'y faire, voilà, d'y recourir, parce qu'ils ne seront pas dépendants. Donc, ils auront cotisé pendant plusieurs années, avec des gros guillemets, pour rien. Mais le fait que ce mécanisme soit ouvert à l'ensemble de la population, ça permet à la personne qui, elle, va finir dépendante et qui va avoir un reste à charge important, de bénéficier de l'effet de mutualisation et de l'effet multiplicateur de l'assurance, et qui montre bien que l'assurance joue ce rôle qui est évidemment beaucoup plus important, et qui a un effet de levier beaucoup plus important qu'un mécanisme d'épargne où finalement, vous ne comptez que sur la capitalisation des intérêts. Donc, je pense que c'est vraiment important de rappeler ça. Alors, quand on critique l'assurance dépendance en disant, mais oui, vous faites cotiser à un truc finalement qui va nous servir à rien, ma Ouais, réponse est mais la suivante. ouais, mais c'est pareil pour l'assurance voiture. Voilà, ma réponse est la suivante, exactement. Mmh. Je cotise chaque année un montant qui n'est pas nul, une prime qui n'est pas nulle pour ma voiture. Je ne m'amuse pas à avoir un Non, accident de voiture c'est clair, c'est clair. pour me dire, ouais, c'est bon, j'ai pas cotisé pour rien.
Ouais, Voilà, ouais. je pense C'est que c'est le c'est… 25 décembre, il va falloir peut-être que j'ai un accident, sinon j'ai cotisé pour rien. Ouais, Voilà, c'est ma c'est ça, réponse. Et c'est ça. c'est ça qui est curieux, c'est que pour les voitures, ça, je dirais, On comprend tout de suite. Ouais. ça fonctionne très bien, alors que c'est vrai qu'on a plus de mal à faire passer cette idée. Donc là, voilà, l'assurance, elle joue ce rôle. Vous avez compris, hein, je pense, hein, prévention, accompagnement. On n'a peut-être pas parlé assez de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est très, très important parce que les personnes se retrouvent, qu'elles soient en situation d'aidant ou qu'elles soient en situation de début de commencement de perte d'autonomie, elles se retrouvent quand même par rapport à un maelstrom, par rapport à… Il y a la situation en elle-même est extrêmement angoissante. Et elles se retrouvent par rapport à une multiplicité de démarches à réaliser et sans du tout avoir l'assurance, sans mauvais jeu de mots, que la réponse qu'il leur est apportée est la meilleure. Et moi, je crois on aura besoin de plus en plus de tiers de confiance, c'est-à-dire de personnes, de dispositifs, d'accompagnement, de coordination des différents intervenants, de pouvoir apporter une réponse à une question qui est forcément complexe et surtout de pouvoir donner cette réponse dans la durée. Parce que la réponse qui a été apportée à un moment donné à la situation de monsieur qui a eu un AVC, qui est revenu de l'hôpital après hospitalisation au domicile, est-ce que la réponse qui a été apportée au moment, je dirais, le 1er juillet, est-ce qu'elle est toujours valable le 1er septembre? Ça aussi, il faut qu'on soit capable, il faut que nos systèmes soient, Ouais, soient, soient souples. Et donc là, il faut que la famille, il faut que la personne elle-même, et ou la famille, ait une personne, quelqu'un qui puisse l'orienter, qui puisse l'aider, qui puisse l'accompagner par rapport à cette situation. Et je pense que la question de l'accompagnement, il ne faut surtout pas la négliger. Et la question de l'accompagnement, c'est aussi, d'une certaine manière, un élément de prévention. Dernière question Et que c'est j'avais. aussi, c'est aussi un élément, je pense, d'économie par rapport à toute une série de dépenses, notamment publiques. Dernière question que j'avais, pour l'assurance, le suivi de l'assurance tel que vous l'imaginez, on en est où pour son développement, sa création, sa mise en place? Et qu'est-ce qui manque en fait pour que ça soit mis en place? Alors, euh, aujourd'hui, il y a toute une série de dispositifs d'assurance dépendance, donc ça existe. Je pense qu'elle a souffert et elle souffre aujourd'hui de deux défauts qui sont remontés par je dirais à la fois les observateurs, les consommateurs, tout ce que vous voulez. Il y a deux défauts. Le premier, c'est qu'il y a un problème de lisibilité et d'articulation par rapport aux dispositifs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs peuvent avoir leur propre, par exemple, dispositif d'évaluation qui n'est pas Ah oui, calqué sur le dispositif d'évaluation GIR c'est ça. de la grille à GIR des conseils départementaux. Donc ça, je pense qu'il y a une articulation, une meilleure articulation à trouver entre le dispositif d'évaluation public et les dispositifs d'évaluation de l'assurance. Deuxième défaut, c'est qu'il y a ce sujet de lisibilité, de transparence aussi des différentes règles qui sont appliquées. Je pense qu'il faut expliquer en langage beaucoup plus simple qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut représenter une franchise, voilà, et prendre des engagements sur un certain nombre d'éléments de cahier des charges. Alors, il y a un label qui existe, qui est le label GAD dans l'assurance, donc pour l'assurance dépendance. Moi, je crois qu'il faut quelque chose encore plus simple, probablement une charte de l'assurance dépendance qui permette de rassembler une forme de ce que j'appelle la grammaire commune des acteurs de l'assurance dépendance, en sachant qu'il n'y aura certainement pas un produit unique. Hein. Il faut surtout éviter, à mon avis, le recours à un produit unique de l'assurance dépendance. Il y aura forcément plusieurs types de produits. L'important, c'est qu'ils puissent respecter des éléments de cahier des charges qui seraient collectivement assumés et adoptés par les acteurs de l'assurance. Voilà. Après, un des problèmes du développement de l'assurance dépendance en France, c'est que, comme on parle du 5e risque depuis 30 ans,
vous pouvez avoir très bien la réaction d'un certain nombre de particuliers et de professionnels qui se disent ben, attendons parce que ça se trouve, ça sera pris en charge Oui, par la collectivité publique. Alors moi, c'est pour ça que j'attendais la loi grand âge, parce que je trouvais que la loi grand âge pouvait avoir un grand intérêt, clarifié. c'est de dire qu'est-ce qui va être pris en charge par la puissance publique, clairement, et qu'est-ce qui ne sera pas pris en charge par la collectivité publique de manière tout aussi claire. Et donc, du coup, de dégager, de donner un espace y compris dans le débat public à l'assurance. Et comme ce débat n'a pas lieu, je pense qu'il faut s'efforcer de montrer, de démontrer effectivement que nous avons, que nous, assureurs, nous avons toute notre place dans les dispositifs, dans la prévention du vieillissement, dans la prévention de la perte d'autonomie. Parce qu'une fois de plus, on parle beaucoup de dispositifs de réparation financière, de compensation financière, mais un de nos enjeux majeurs, je pense, en tant que pays, en tant que politique publique, et que politique qui soit portée par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est bien la prévention de la perte d'autonomie, pour limiter le plus possible les dépenses d'assurance maladie, les dépenses de perte d'autonomie, qui représentent évidemment un coût financier, qui vont représenter de toute façon un coût financier plus important demain, compte tenu du vieillissement de la population et de l'effet masse de l'arrivée au grand âge des générations nées après 1945. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, c'est de dire que il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait une vérité sur le sujet. Il n'y a pas un esprit de système qu'il faut appliquer. Il faut faire confiance à l'ensemble des bonnes volontés. Je pense que les acteurs de l'assurance ont bien compris les défauts, les difficultés auxquelles se sont confrontés les premiers produits d'assurance dépendance. Et ce n'est pas une critique que je porte, c'est simplement un constat. Je pense que les assureurs ont dépassé cela et sont prêts à s'engager pour jouer un rôle, je dirais, au service du bien commun. Merci Pierre. Pierre Mayer, je rappelle que vous êtes directeur général de l'OSIRP. Merci beaucoup. Merci Frédéric.